Le S&P 500, qui est l'indice américain qui compte les 500 plus grandes entreprises cotées en bourse, progresse de plus de 8,5% depuis le début de l'année. Dans cette vidéo, je vais te détailler pourquoi, selon moi, il peut atteindre les 8000 points avant la fin de l'année et continuer de progresser sur les années suivantes. Ça, ce graphique montre l'indice S&P 500 en bleu et en orange les résultats des entreprises. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une corrélation directe entre le résultat des entreprises qui augmente et l'indice qui augmente. Donc si on arrive à prédire le résultat des entreprises sur les prochaines années, ça limite le risque de baisse du S&P 500. Pour le S&P 500, il y a deux métriques qu'il faut suivre. C'est à la fois le multiple, donc le Price to Earnings Ratio, et le EPS, donc Earnings Per Share. Earnings Per Share, c'est le résultat des entreprises par action. Comme je vous l'ai montré avant, il y a une corrélation directe entre l'évolution des bénéfices des entreprises et le prix de l'indice. Depuis le début de l'année, l'indice progresse de plus de 8%. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est l'évolution de l'indice ne vient pas d'une augmentation du multiple, mais d'une augmentation des bénéfices attendus pour l'année 2026 des entreprises. Les bénéfices attendus progressent de plus de 13%, tandis que le Price to Earnings Ratio baisse de 4%. Les bénéfices des entreprises progressent en grande partie grâce au CAPEX sur l'IA par les grandes entreprises comme Google, Amazon, Meta, Microsoft ou encore Oracle. Ce qu'on remarque, c'est que pour l'année 2026, les dépenses par ces entreprises sont presque équivalentes au budget de la défense américain et atteignent 2,5% du PIB américain. Ça fait que si on regarde ce graphique qui présente la projection de croissance des bénéfices des entreprises du S&P 500, on a actuellement une projection de croissance supérieure à 20% des bénéfices pour l'année prochaine. Si on regarde dans le détail, on voit qu'il y a eu des fortes variations, notamment au moment du Covid en 2021 lors de la reprise de l'économie. Je pense qu'il faut un peu ignorer ces variations car on avait une grande baisse avant qui était prématurée. Ensuite, on regarde au niveau de la bulle Internet, on a vu qu'il y avait une grande projection de croissance des bénéfices à ce moment-là qui, pour le coup, ne s'est pas avérée réaliste. Moi, je pense que pour les entreprises liées à l'IA, les projections de croissance sont correctes, puisqu'on a des grandes entreprises comme Amazon, Google, Meta, Oracle et autres qui financent leur CAPEX directement avec leur flux de cash flow opérationnel et non de la dette comme ça a été fait en 2000. Si on regarde un peu le Price to Earning Ratio, qui, comme je vous l'ai dit, est en baisse cette année, et qui fait que malgré l'augmentation des bénéfices estimés de 12%, l'indice ne progresse que de 8%. On remarque que sur les dernières années, le Price to Earnings Ratio est supérieur à la moyenne historique qui est de 18, tandis que au niveau des plus hauts, on est monté à presque 23 de Price to Earnings Ratio à la fin de l'année 2025, tandis que depuis le début de l'année 2026, on a subi une baisse du Price to Earnings Ratio, et là qui repart à la hausse depuis un peu plus d'un mois. Donc la hausse du Price to Earnings Ratio peut paraître un peu affolante et on pourrait croire que les valorisations sont donc surévaluées et qu'il y a un risque à investir dans le S&P 500. Bon, évidemment, il y a toujours un risque de moins-value lorsqu'on investit en bourse. Mais ce que l'on peut remarquer, c'est que certes, les entreprises sont mieux valorisées, mais si l'on compare la marge nette des entreprises avec les mêmes entreprises du S&P 500 par le passé, on remarque qu'actuellement, on est sur des plus hauts historiques. Ça veut dire que les entreprises qui sont dans le S&P 500 n'ont jamais été aussi rentables. Et donc, il y a un multiple qui est plus élevé. Les investisseurs sont prêts à payer plus cher pour avoir des meilleures entreprises qui sont des entreprises qui sont plus résilientes. Elles ont prouvé par leur résistance à la récession de 2008 et 2020, le crash Covid, le bear market de 2022, qu'elles sont capables de continuer à faire progresser leur business et à augmenter leurs marges dans la durée. Ce qu'on peut voir là, c'est le S&P 500 depuis les années 20, avec toutes les crises géopolitiques qu'il y a eu depuis. Alors il y a eu quand même une guerre mondiale, énormément de guerres, de chocs géopolitiques, d'attentats terroristes et autres. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, ça n'a pas affecté le marché est directement corrélé en fait aux bénéfices des entreprises et à la situation économique des États-Unis. Et donc un peu
contre-intuitivement, les guerres peuvent être des très bons moments pour les économies, puisque ça, en général, emmène plus de dépenses budgétaires et des investissements dans les infrastructures et technologies qui font qu'on a ensuite des gains de productivité dans la durée. Si on regarde une statistique qui est super importante, qui est la productivité indexée depuis 1950, on remarque en bleu que la productivité est passée de 100 à 450 aux États-Unis. Donc un travailleur produit 4 fois et demi de plus. Et si on retraite ce chiffre de l'inflation qu'il y a eu depuis, un travailleur produit presque 3 fois plus. Ce qu'on remarque, c'est une augmentation de la productivité plus rapide depuis l'utilisation massif des technologies et d'Internet. Et la prédiction, c'est que l'implémentation de l'intelligence artificielle dans les entreprises va permettre de continuer à améliorer la productivité. Si on regarde l'évolution du S&P 500 depuis le début de l'année, ce qu'on remarque, c'est qu'on a des entreprises qui tirent l'indice, avec Intel qui a plus que triplé, SanDisk qui fait x5, Dell qui fait presque plus 100%, Micron presque plus 200%. Donc ça, ce sont les entreprises qui produisent soit des semi-conducteurs, soit de la mémoire qui est en situation de pénurie avec la construction des data centers que je vous ai montré avant, qui a atteint le budget de la défense cette année. En fait, ce build-out de l'IA est principalement financé par les cash flows opérationnels des entreprises nommées 7 magnifiques, Google, Amazon, Meta et autres. Ce qui fait qu'en fait, on a assez peu de production de dettes. Il y a uniquement Oracle quand même qui prend pas mal de dettes pour construire ces data centers. Et en fait, ce cash qui était habituellement dédié à des rachats d'actions ou juste à être au cash dans le bilan de ces entreprises est réinvesti dans l'économie réelle et les bénéficiaires sont aussi cotés en bourse dans le S&P 500. Ce qui fait qu'en étant investi dans le S&P 500, vous êtes à la fois diversifié en termes de secteur, comme on a pu le voir avec la guerre en Iran qui a fait que du côté du secteur énergétique, on a plus 26% sur Exxon, plus 22% sur Chevron, etc. Mais en même temps, vous pouvez capturer l'upside de la construction de data centers avec SanDisk qui fait plus 500%, Micron plus 172%, Intel plus 200%, Cisco plus 32%, Western Digital qui fait de la mémoire plus 178%, Dell plus 90%, etc. Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les investisseurs achètent ces entreprises et donc pour financer leurs achats, ils ont certes un peu de cash sur le côté, mais ils vendent d'autres entreprises. Ce qu'on remarque, c'est que depuis le début de l'année, Meta perd 7%, Microsoft moins 16%, Mastercard que j'ai pas mal en portefeuille moins 14%, Visa moins 8%, etc. Donc il y a des opportunités sur le marché, même si le marché du S&P 500 est au plus haut. Et ce qu'on remarque en fait, c'est qu'il y a des vraies rotations à l'intérieur de l'indice. Donc pour revenir sur les prévisions de dépenses dans l'IA, en 2027, on devrait attendre 3,3 points du PIB américain, donc c'est plus de 1000 milliards de dollars. Et en fait, cet argent va ruisseler dans les entreprises du S&P 500 encore plus, tout en produisant assez peu de dettes dans les grandes entreprises américaines, type hyperscaler comme Alphabet, Amazon, Meta, etc. Donc on a à la fois du très bon stimulus dans l'économie via ces investissements, tout en ayant assez peu de dettes, ce qui limite le risque de retournement de cycle ensuite. Si on regarde les forecasts des analystes et des investisseurs sur le cours du S&P 500, on remarque que les prévisions pour l'année 2026 étaient entre 6750 points et 8250. Ensuite, entre 7650 et 9350. Et sur l'année 2029 et 2030, on pourrait atteindre les 10 000 points, ce qui représente un upside de 33% par rapport à aujourd'hui. Dans la mesure où les bénéfices par action des entreprises vont continuer à croître et en 2026 à plus de 20%, les prévisions me semblent tout à fait cohérentes. Ça fait qu'en fait, si on regarde les prévisions, on aura 20% de croissance du bénéfice par action, mais l'indice ne va peut-être pas faire 20%, ce qui fait que le multiple de price to earnings ratio va sûrement diminuer un peu, comme ce qu'on peut voir depuis le début de l'année. Donc, pour conclure, pour moi, le S&P 500, ça représente une très bonne opportunité d'investissement. On est à la fois diversifié sectoriellement et on a la capacité de capter
le cycle haussier d'investissement dans l'IA qui ruisselle sur d'autres entreprises dans le S&P 500. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'en fait, même si l'indice progresse de 8% depuis le début de l'année, en fait, il est moins cher de 4% en termes de multiples. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à liker et à vous abonner. Et je vous retrouve très bientôt.